Imagine t'as un jeune capitaine de navire qui se retrouve à diriger une croisière. Bon là rien de spécial, mais si je vous disais que cette croisière cachait des activités plus qu'illégales, allant du trafic d'humains à la contrebande. Ouais là c'est tout de suite plus inquiétant. Ça c'est le speech de la série Captain Fall. Aujourd'hui je t'emmène avec moi à découvrir qui se cache derrière toute cette affaire, mais surtout comment un jeune capitaine dernier de sa promo a-t-il réussi à rejoindre ce navire. Attention, ça va spoiler. Notre histoire commence sur un bateau de croisière, tout ce qu'il y a de plus normal. Le capitaine amuse la galerie, mais pendant ce temps, la police arrive pour l'arrêter. Juste il y a un hic, des enfants sont habillés en capitaine. Alors dans un monde normal, ça n'aurait posé aucun problème, mais comme les policiers sont loin d'être les couteaux les plus aiguisés du tiroir, ils tassent tout ce beau monde et arrêtent le capitaine. Mais alors qu'il se faisait élitreiller, une femme appelle quelqu'un pour le prévenir de l'intervention. Bonsoir monsieur, il l'embarque. Ça a recommencé. Après tout ça, on se retrouve à l'académie Trussell de la marine marchande où l'on fait la connaissance de Jonathan Fall, un jeune capitaine en formation. Mais c'est surtout quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui souhaite s'intégrer. Il est la risée de l'établissement et se fait harceler constamment. Mais alors qu'il sortait de la cafétéria, une fille vient lui informer que les résultats du concours sont tombés. Et il l'a eu, mais en étant grand dernier. Tellement dernier qu'il a été rajouté sur un post-it. Il prend donc un papier pour la Seahorse Naval Job, un endroit pour trouver du travail dans le milieu. Étant donné qu'il est dernier, personne ne se bat pour l'avoir. Mais pendant ce temps, le capitaine enfermé se fait tuer dans sa cellule. Et les policiers sont bien contents parce que ça fait une affaire classée. D'autant plus que leur unité était sur le point d'être démantelée. Mais l'agent Steele reste perplexe. Pour lui, quelque chose cloche dans cette affaire. Comment l'équipage d'un tel bateau n'aurait pas pu connaître ce qui se tramait à bord. Mais il passe pour le rabat-joie du groupe alors qu'il veut juste faire son boulot. Mais ici, les policiers intègres, ça ne court pas les rues. Ils sont là en majorité pour booster leur ego et avoir un salaire à la fin du mois sans trop se fouler. Mais alors que le dossier allait être détruit, l'agent Steele le récupère. Pendant ce temps, on retrouve Jonathan Fall regardant des tableaux de membres de sa famille. Chez lui, on est capitaine de génération en génération, et au-delà d'être la risée de son école, il l'est aussi chez lui. Tu m'étonnes qu'il n'ait pas confiance en lui. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'après avoir fait des tests pour lui trouver un boulot, il est tellement nul qu'on lui trouve juste un petit bateau dans un parc. Bon, ça ne lui plaît pas, mais en rentrant chez lui, il y a une soirée pour fêter les 33 ans et demi de son frère Tanner. Mais sa famille refuse qu'il en fasse partie, et l'enferme dans sa cabane dans les arbres, qui lui sert de chambre. Parce que oui, malgré l'énorme maison que possède sa famille, il se retrouve à vivre à l'extérieur. C'est fou d'être autant renié par les siens. Et après on s'étonne qu'il n'arrive pas à s'intégrer à ce monde qui ne cesse de lui rappeler que c'est un raté. Ou tout du moins c'est comme ça qu'il le perçoit. Mais le lendemain on retrouve Lisa, la femme du bateau de croisière, au téléphone avec son boss. Il recherche un capitaine assez spécial. C'était lui? Oui, il veut qu'on adopte une nouvelle approche cette fois. Au lieu de trouver un capitaine ayant certaines références, il veut qu'on en dégote un n'en ayant aucune. Une sorte de pantin doté d'un permis de commander ce navire? Oui, je crois. Mettons-nous au travail. Muy bien. Vamos. Et ça tombe bien puisque le frère de Jonathan a pris les commandes du bateau pour le faire s'écraser sur un rocher. Enfin, c'est une baleine, mais bref, il est viré et en rentrant chez lui, ses parents sont étrangement gentils. Et ce pour une raison, c'est lui qui a été choisi pour diriger le bateau. Carrément, ils lui font même un câlin. Après, on dirait ça les brûle, mais ça reste une petite victoire. Mais s'il savait dans quoi il s'embarquait, je pense qu'il y réfléchirait à deux fois avant de se lancer. Il est parfait. Absolument parfait. Tu as vu ça, Bon Jovi? C'est mon nouveau capitaine. L'avenir de notre entreprise. Un matin, des mercenaires dans un hélicoptère militaire viennent capturer les membres d'une tribu amazonienne. Mais après tout ça, Jonathan, ou plutôt le Captain Fall, arrive sur le bateau. Et l'équipage lui fait un accueil sensationnel, c'est le cas de le dire. Pour un mec qui s'est fait rejeter toute sa vie, je crois qu'il n'a jamais vu autant de gens contents de le voir. Voire même des gens contents de le voir tout court. Et après un discours de Pedro, son nouveau bras droit, il devient officiellement le capitaine de l'Ocean Queen. Mais bon, après avoir signé des papiers sans les lire, une cargaison d'armes est amenée dans le bateau. Et le capitaine Fall découvre ses cabines. No joke, je suis un peu jaloux. Le lendemain, Pedro l'amène visiter Rio, mais après s'être fait racketter 2000$ pour une montre de contrefaçon, ils se font prendre à partie par des gens super sympas qui leur demandent de l'argent. Et je crois que Pedro, c'est pas un mec avec qui il faut se friter, si vous voyez ce que je veux dire. Et pendant ce temps, les membres de la tribu sont amenés dans le bateau. Sauf que maintenant, Jonathan est traumatisé, et la seule façon qu'ils ont trouvé pour qu'il ne leur passe pas entre les doigts, c'est que Lisa use de son charme pour le manipuler. Après tout ça, un enfant de la tribu réussit à s'échapper, mais il se fait rattraper par le capitaine, qui pense que c'est juste un enfant en train de faire une bêtise. Ah, et il lui éternue dessus aussi, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs, on apprend une dinguerie. Bon, déjà capturer des gens c'est une chose, mais les envoyer dans un zoo humain, c'en est une autre. D'autant plus qu'ici on retrouve des Américains, des Coréens du Sud, des Français, des Norvégiens et j'en passe. Sur le navire, le capitaine a une petite réunion avec Mr. Tyrant, le gars derrière toute l'organisation. Et bon, en fait, c'est Inspecteur Gadget, le boug à tout l'attirail, du grand méchant au super méchant. Mais l'objectif de la réunion, c'est de s'assurer de sa
sa loyauté, et vu comment il est manipulable, c'est pas vraiment un problème. Après tout ça, Lisa organise un cours de yoga obligatoire. En vrai, le but c'est d'endormir tout le monde, le temps que le gars qui tient le zoo humain récupère les membres de la tribu. Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, la croisière, c'est quand même une couverture. Mais d'ailleurs, en parlant du zoo, en découvrant la tribu, elle est malade. Comme Jonathan a craché sur l'enfant, et qu'ils n'ont jamais réellement été en contact avec d'autres humains, leur système immunitaire n'est pas habitué à notre environnement, mais surtout à nos microbes. Et tout ça crée une immense pagaille qui permet à tout le monde de s'enfuir. Bon, en réalité, la majorité se sont fait réattraper, mais pas les Norvégiens. Sauf qu'actuellement, on a un autre problème, puisqu'alors que Jonathan allait livrer ses sentiments à Lisa, le directeur du zoo, furieux, attaque le navire, et elle n'a d'autre choix que de l'endormir. S'ensuit ensuite un combat plutôt badass, mais l'équipage du bateau ne sont pas des débutants, et je crois que le zoo n'est plus qu'un lointain souvenir. D'ailleurs, les Norvégiens se sont fait manger par des lions. Voilà, je voulais le caler quelque part, donc c'est cadeau. Après tout ça, on fait la connaissance d'un couple qui veut, disons, pimenter un peu leur vie, et après être passé à la pharmacie, ils se dirigent vers, je vais pas tourner autour du pot, c'est un club libertin, et je peux pas vous montrer ce qui se passe dedans, pour des raisons évidentes que je tiens à ma chaîne YouTube, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le mari arrive pas à faire son affaire, donc il vient engueuler le pharmacien, qui lui propose une drogue pour mettre le chevalier au garde à vous. Le truc, c'est qu'elle a un peu trop marché, et il en est mort. Et malheureusement, c'est loin d'être le seul. Mais notre équipe de policiers bras cassés s'occupe de cette enquête, et l'agent Steele a des contacts, ce qui lui permet d'avoir l'adresse de la pharmacie. Mais petit problème, alors qu'ils allaient procéder à une perquisition, elle explose juste devant eux. Waouh, quel timing de fou! Peut-être que mettre un post sur Facebook pour annoncer ce que tu vas faire avant de le faire, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Quand je vous disais que c'était des bras cassés, non là c'est du jamais vu. Bon, l'agent Steele, le mec un tant soit peu capable de l'équipe, retourne sur les lieux le lendemain et trouve un logo d'une patte de tigre. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Bon, déjà parce qu'il y a tout un épisode dessus, mais surtout parce que ce derrière tout ça, c'est le bateau. Et le produit est fait à base de tigre aussi. Mais pendant tout ça, on retrouve Tanner, le frère de Jonathan et fils préféré des Falls. Mais honnêtement, j'ai jamais vu un aussi gros lourdos. Il ne pense qu'à se reproduire avec tout ce qui bouge, et dans son bateau, son équipage n'en peut juste plus de lui. Les femmes sont sans cesse harcelées, obligées d'encaisser ses avances sans le froisser. Tanner se croit intouchable parce que ça reste sa parole contre la leur, et eux, ils n'ont pas de permis pour piloter un navire. Alors il décide de le confronter, et étonnamment, il accepte les remarques, et semble même s'être remis en question. Mais alors que l'équipage était allé se détendre dans le sauna, non, carrément, j'ai même pas envie de montrer, c'est répugnant. C'est vraiment le mec le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un l'a pris en photo, et du coup, il est viré. Et c'est bien fait. Mais maintenant, il vient pleurnicher auprès de son frère pour obtenir une place sur son bateau, et même globalement prendre sa place. Sachant que quand il avait besoin de lui, Tanner l'envoyait bouler, Jonathan refuse. Et Jonathan, on peut lui reprocher plein de trucs, mais pour une fois, il n'a pas cédé à la facilité et à la pression de sa famille. On voit qu'il commence à prendre confiance en lui, à s'affirmer, à exister au-delà de sa famille, et de l'image que les gens ont de lui. D'ailleurs, du côté du Captain Fall, il s'est aussi passé des dingueries. Globalement, il y a un commerce de colliers avec un doigt d'albinos dessus. Posez pas de questions. À Skip, ça porterait chance, mais il y a beaucoup de demandes, et c'est un produit entre guillemets pas facile à avoir. Donc leur stratégie, c'est de réserver une croisière pour les albinos tout frais payés. Et ça a marché. Mais malheureusement pour eux, ils ne verront même pas la couleur du bateau. Revenons à l'agent Steele. Il est obnubilé par l'affaire. Ses collègues, eux, ont lâché depuis longtemps, partant du principe que le mec qui tenait la pharmacie était pris de remords et avait décidé d'y mettre feu. Bon, quelqu'un avec un peu de jugeote saurait directement que ça ne tient pas la route. Mais de la jugeote ici, ça ne court pas les rues. Steele et un de ses collègues se rendent chez un hacker pour trouver la provenance du logo. Bon, à part le fait que le gars a juste cherché patte de tigre logo sur internet, il trouve un endroit, une sorte de parc exotique. Steele convainc alors son équipe d'aller perquisitionner l'endroit, mais petit problème, non vrai gros problème, l'endroit c'était juste un zoo. Et là ils viennent de libérer des animaux sauvages en pleine ville. Le maire tout comme une centaine de personnes sont mortes. Et la personne tenue responsable, c'est Steele. Et en soi, ils ont pas tort. Mais ça prouve surtout que l'incompétence est plus mise en avant que l'action, que la volonté d'agir pour la vérité. On peut y retirer une forme de critique d'une société qui transforme la défense en entreprise. L'important n'est plus la sécurité des citoyens, mais c'est de se faire bien voir, de régler des quotas d'arrestation, d'en faire le moins possible, même si ça va à l'encontre de la justice. Une justice qui quantifie finalement plus qu'elle n'agit. Enquêter, c'est trop cher, alors que se contenter d'une réponse facile, c'est faire le moins d'efforts possible, sans prendre de risques, tout en y récoltant tous les lauriers. Alors je ne dis pas que Steele ne doit pas être puni, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne lui a pas laissé suffisamment de moyens pour enquêter et donc vérifier ses sources. La vérité, c'est aussi que même s'il paraît plus intègre et plus attaché à la vérité que ses collègues, il a déjà succombé au système qui demande des résultats maintenant pour faire mousser des personnes qui n'ont même pas levé le petit doigt pour mettre à bien l'opération. Pendant ce temps, le bateau s'apprête à accueillir un échange de culture entre Chinois et Congolais. Ouais, on dirait le début d'une mauvaise blague, mais premier degré, c'est loin d'être ça. Les Congolais, en fait, c'est des enfants combattants
camp et les Chinois des investisseurs ayant besoin d'une milice privée. Ils se réunissent sur le bateau pour parler affaires. Mais à vrai dire, le général est moins dur à cuire qu'il n'y paraît. Il est excessivement stressé, mais Jonathan lui pense qu'il y aura de vrais enfants, donc il prépare des spectacles et des tours de magie. Mais je crois qu'il n'a pas vraiment compris à qui il avait affaire. Les Chinois arrivent sur le bateau et ils sont bien aigris. Et s'en suivent un peu plus tard les Congolais. Et à part le fait qu'il s'est fait maîtriser par un gosse, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, pour lui, parce que le général bégaye fort. Et quand le capitaine fait éruption dans la pièce, c'est l'action de trop. Le général en profite pour prendre une pause, et alors que les Chinois s'apprêtaient à quitter le navire, Jonathan les appelle et leur propose du punch. Ils finissent la journée complètement bourrés, mais au moins ça aura permis de faire signer un contrat qui ne l'aurait jamais été sinon. Youpi! Enfin, youpi, on parle quand même d'une milice privée d'enfants soldats. Sinon, entre-temps, l'agent Steele est dépité, sa femme vient de le quitter et il a plus de boulot. Mais un pote vient le voir pour aller à une soirée de célibataires, et alors que le courant passait plutôt bien, il trouve une publicité pour une croisière réservée aux célibataires. Il reconnaît l'équipage, mais surtout le logo de la patte de tigre sur une caisse en arrière-plan. Bon, je crois qu'on l'a perdu, et c'est reparti pour un tour. Mais sur le bateau, on a de plus gros problèmes, puisqu'une mission de la plus haute importance est donnée à l'équipe. À vrai dire, s'il flop, il y a des requins qui les attendent. Un oligarque russe à Monaco demande de se faire livrer une barre de trucs bien nucléaires. Mais le problème, c'est qu'il est constamment surveillé, donc un peu compliqué cette histoire. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de leur fille, c'est donc le moment parfait pour s'infiltrer. Ah oui, et tout ça, c'est pour 50 millions. Ouais, carrément. Le plan est plutôt simple. On apporte 2 mallettes identiques. Fall à la dangereuse jusqu'à ce qu'on soit à l'abri à l'intérieur. Nico à l'autre. Puis on échange et on livre. C'est lui qui court tous les risques, c'est du gâteau. Ça devrait le faire. Nico, tu seras habillé en serveur pour te fondre dans la masse. Ah, aussi, tout ça va causer la mort de millions de personnes parce que leur but est d'augmenter le niveau de la mer pour les affaires de l'oligarque. Alors je ne vois pas en quoi tuer des millions de personnes et détruire des surfaces habitables va améliorer quoi que ce soit. Mais ok, il se dirige donc à la soirée, mais disons que se balader avec une mallette comme ça, c'est pas très discret. Mais alors qu'il s'était fait remarquer, Lisa prend la mallette et vient l'apporter à l'oligarque. Mais petit problème, le gars qui a donné les mallettes s'est trompé. Donc là, Jonathan se retrouve avec des agents du Pentagone qui s'apprêtent à trouver ce qu'il y a dans la mallette. Mais Lisa arrive in extremis pour régler le problème. Oh, que c'est romantique. Ils ont lancé des feux d'artifice pour célébrer notre baiser. Mais seulement le son, sans les étincelles et tout ça. Une fois la bonne mallette en main, elle peut donc y retourner et pouf, plus 50 millions. Mais Mr. Tyrant, le big boss, risque d'être tenu au courant du petit contretemps. Et ça, c'est pas bon signe. Et effectivement, une fois sorti de la fête, disons que la situation est un peu compliquée. Mais heureusement pour eux, c'est juste le bagagiste qui se fait avoir. Quelques jours plus tard, Lisa a quelque chose à régler et en profite pour aller rencontrer les parents de Jonathan, puisque techniquement ils sont ensemble. Une fois arrivée là-bas, Lisa se dirige vers une maison un peu spéciale et fait ce qu'elle a à faire. Mais le lendemain matin, l'oligarque est retrouvé mort, le bâton radioactif enfoncé dans le... Bon, je crois qu'on n'est pas obligé de connaître tous les détails, mais bref, ils peuvent aller retrouver les parents de Fall, mais sur le chemin, Jonathan est plus que stressé. En fait, bon, on le savait déjà, mais il a été maltraité toute son enfance, pas physiquement, mais psychologiquement. Il n'a jamais été aimé, toujours rejeté. À vrai dire, pour sa famille, il n'existait presque pas. Bref, une fois arrivé chez eux, il n'arrive pas à croire que Lisa soit sa petite amie. Et bon, Tanner, c'est Tanner, avec ses réflexions misogynes. Honnêtement, heureusement que Lisa est psychologiquement stable, parce que réussir à encaisser tout ça, c'est fort. À la fin du repas, les parents de Jonathan lui proposent une sortie en famille, sans Tanner. Il accepte, à vrai dire c'est la première fois qu'il sort avec eux. Les seuls voyages qu'ils ont fait, il n'était pas là. Pas à oublier, mais volontairement laissé. Sauf qu'il y a toujours un truc derrière la tête avec eux. Comme Tanner n'est plus capitaine, ils n'ont plus accès au club des capitaines, donc ils se sont juste servis de leur fils pour avoir un statut social. Ah, et pendant ce temps, Tanner a été quelque peu insistant envers Lisa, sauf que je crois qu'il ne sait pas vraiment à qui il a affaire. Disons que se retrouver séquestré dans le garage, c'est pas vraiment ce à quoi il s'attendait. Une fois de retour, Tanner est étrangement gentil avec son frère. Étonnant, dis donc. Et pendant qu'ils jouent ensemble, Lisa demande à leurs parents pourquoi il n'y a pas de photo de Jonathan. Et les explications sont plus que bancales. À vrai dire, je ne saurais pas dire si c'est premier degré ou si c'est uniquement du bullshit. En gros, Jonathan est un prématuré de 8 jours en réalité, donc pas tant prématuré que ça. Ils se servent de cette excuse pour justifier le fait qu'ils l'ont délaissé et pas traité comme un fils. Pour eux, ce côté prématuré le rendait fragile et donc il risquait de mourir à tout moment. Ils ont donc préféré ne pas s'attacher pour éviter de se faire du mal. T'es trompé encore. Cette scène est affreuse, mais en même temps il y a quelque chose de beau. Lisa, qui s'était rapprochée de Jonathan par nécessité, commence à l'aimer sincèrement. Là où il était le débile de service, elle commence à le comprendre. C'est une dure à cuire qui a vu et fait les pires horreurs, mais elle reste touchée par l'injustice. D'ailleurs, j'en ai pas vraiment parlé parce que ça ne servait pas trop le récit, mais Lisa a parfois des remords sur ce qu'elle fait. Elle se questionne et réfléchit même à arrêter. Alors même si on dirait qu'elle n'a aucun cœur, bah cette scène nous montre que non. Et le soir dans la chambre d'amis, elle dit même quelque chose de très juste et vrai. Loin de moi l'idée de faire la mauvaise langue sur ta famille ou d'en dire du mal, mais tes parents sont absolument abominables.
Peut-être un petit peu, mais le fond est bon. Non, pas du tout. Leur fond n'est pas bon, ce sont des connards finis. Et toi, tu mérites beaucoup mieux, Jonathan. Tu sais, même si on se connaît pas depuis si longtemps, en fait, j'ai l'impression que toi, et Pedro, et Nico, et tous les autres, vous êtes ma vraie famille. C'est ce qu'une famille devrait être, en tout cas. Ouais, ce que tu dis est juste. Tout à fait juste. Aucun secret, aucun mensonge, tout se fait dans le respect. C'est bien simple, j'ai une confiance absolue en vous tous. Ça fait plaisir à entendre. Cette discussion est coupée par un appel. C'est Pedro qui les appelle de toute urgence, les vacances sont finies plus vite que prévu. Mais cet appel est un peu plus profond que ça, puisqu'on dirait que même Pedro souhaite arrêter le crime. L'agent Steele de son côté reprend du service et va voir un ancien ami pour obtenir des gadgets. Mais disons qu'il ne s'est pas vraiment renouvelé et que ce qui était stylé à l'époque est dépassé. Mais Steele n'a pas vraiment d'autre choix que de prendre ce qu'il y a. En parallèle sur le bateau, la croisière des célibataires a lieu et Jonathan en profite pour faire un rencard avec Lisa. Mais à vrai dire, elle aurait bien aimé s'amuser avec d'autres hommes. Le lendemain, Al-Jamain appelle en visio pour parler de la femme qu'il va prendre. Ah bah oui, c'était pas de la charité cette croisière. Il a donc fait son top 5. Et le soir même, alors que Steele s'est infiltré dans le bateau, une soirée mousse est organisée pour endormir tout le monde. Les 5 femmes sont donc rassemblées et Al-Jamain peut faire son choix. Mais entre temps, Steele a pris des photos compromettantes et a même récupéré le dossier de preuve contre le capitaine Fall. Parce qu'en cas de problème, c'est le capitaine qui doit tout prendre. Donc autant faciliter le travail de la police. Mais franchement, je pensais que Steele était plus smart que ça. Il est tombé dans le panneau comme jamais. Pour lui, Jonathan est responsable de tout ça. Mais après qu'Al-Jamain ait choisi et que tout le monde se soit réveillé, le capitaine Fall sort sur le pont pour s'aérer. Mais il tombe nez à nez avec Steele, qui lui sort des noms d'oiseaux, et alors que Lisa allait arriver pour intervenir, il saute par-dessus bord et fin de la série. Ouais, c'est frustrant. Et vous savez le plus fou dans l'histoire? À la base, Netflix avait commandé 20 épisodes d'un coup, mais seulement 10 ont pu être réalisés avant que la série soit annulée. Alors oui, on serait tenté de dire que Netflix sont des gros méchants, et dans un sens, j'aurais quand même bien voulu voir ces 10 autres épisodes, vu le gros cliffhanger de fin. Mais ce que je me dis avec ce genre de série, c'est que déjà, il y a toujours une nécessité pécuniaire, il faut que ça rapporte, et quand c'est pas le cas, c'est dommage de le dire, mais c'est pas rentable de continuer à la financer. La vérité, c'est que ce soit Netflix, Disney+, Prime Video et j'en passe, bah c'est des plateformes qui permettent à des séries niches de voir le jour et de rencontrer son public. Donc on peut se plaindre de ne pas avoir de saison 2, mais personnellement je préfère me réjouir d'avoir pu avoir une saison 1. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à me proposer des séries du même genre que je pourrais traiter en vidéo. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.